Bonsoir. Donc, je m'appelle Amélie, je vais vous parler de mode ce soir. Je sais que vous, futurs ingénieurs de demain, peut-être que la mode, ça vous semble lointain de vous, de vos préoccupations, tout du moins de votre domaine d'activité. Et pourtant, ce soir, j'ai envie de vous dire que non, ça l'est pas forcément, que la mode, elle nous concerne toutes et tous, qu'on le veuille ou non, qu'aujourd'hui, notamment, elle englobe de plus en plus de domaines. Et j'ai envie, en introduction, de vous mettre en garde, si, ou plutôt de vous rapporter une mise en garde qui a été formulée par un philosophe et un sociologue allemand qui s'appelle Georg Simmel, le premier peut-être à avoir théorisé la mode en 1904 dans un petit ouvrage qui s'appelle Philosophie de la mode, facile à retenir. Georg Simmel nous met en garde parce qu'il dit que les individus qui se pensent en dehors de la mode, pour qui la mode n'est pas une affaire personnelle, qui pensent ne pas prêter plus attention que ça à leurs vêtements, font en fait preuve d'individualisme encore plus grand que les fashion victimes. Qu'en fait, il n'y a personne qui puisse exactement se sentir indépendant de la mode, puisque nos goûts se construisent en fonction d'elle, par elle, et que donc, a priori, même en étant futur ingénieur, on devrait aussi s'en sentir concerné. Il écrit « Celui qui ne veut pas être à la mode accepte exactement le même contenu que l'esclave de la mode, sauf qu'il le forme en une autre catégorie, dans celle de la négation, l'autre dans celle de l'accroissement. » Alors, pourquoi sommes-nous tous concernés par la mode, par ces cycles? Quels sont ces cycles, justement? J'ai envie, en utilisant la philosophie, parce que c'est de là où je l'étudie moi, de vous faire un petit tour d'horizon. D'abord, définissons la mode. Qu'est-ce que c'est? La mode, on peut la comprendre selon deux définitions, une plus stricte, une plus globale. La première, ça serait simplement l'habillage, c'est-à-dire la somme des parures qui visent à orner le corps. Évidemment les vêtements, mais aussi le maquillage, les tatouages, etc. La deuxième qui m'intéresse ce soir, définit la mode comme étant une idéologie, un mécanisme récurrent qui peut être déployé sur différents objets de consommation, les vêtements, mais aussi les objets dans le design par exemple, mais pas que des objets de consommation, parce que la mode, elle concerne aussi dans cette logique, dans ce mécanisme, l'art, la politique ou même la science. Maintenant, quelques jalons historiques pour la définir et pourquoi aussi la mode semble si lointaine des sciences, y compris de la philosophie. Ça, c'était Lars Venden qui en parlait. J'ai swipé trop tôt. C'est un philosophe norvégien qui nous apprend qu'en fait, si la mode a été boudée si longtemps de la philosophie et si on a cru que les sciences échappaient à la mode pendant si longtemps, c'est parce qu'elle repose sur un principe qui est contraire à celui des sciences et à celui de la philosophie. Le principe de changement, le principe d'inconstance. Là où la philosophie, elle s'est bâtie sur un principe de rationalisme, d'autodétermination pour avoir une analyse claire d'un sujet. C'est pour ça que les philosophes ont tardé à s'intéresser à la mode et c'est pour ça qu'on a cru que la science, la politique ou l'art pouvaient échapper au mécanisme de la mode, alors qu'en fait, elles y obéissent tout autant. Les jalons historiques de la mode, elle advient à un moment très précis de l'histoire, elle arrive avec la modernité, avec la naissance de la notion d'individu. Parce que la mode, en fait, c'est l'incorporation d'une tendance par un individu. C'est comment est-ce que chacun va pouvoir s'approprier le motif qu'on a vu sur les podiums 6 mois plus tôt, etc. Or, elle a fonctionné pendant très longtemps, la mode, selon la théorie du trickle-down, qui est une théorie selon laquelle la mode se diffuse verticalement, selon laquelle en fait les classes inférieures de la société voudraient ressembler aux classes supérieures de la société. Évidemment, cette théorie du trickle-down, elle ne tient plus vraiment aujourd'hui, puisqu'avec la démocratisation de la mode, tout le monde semble y avoir accès. Bien que ça soit discutable, en tout cas, la théorie du trickle-down, avec cette propagation verticale, elle suffit plus à expliquer pourquoi on est tous et toutes concernés par la mode. En réalité, c'est à partir, même avant l'essor industriel,
c'est à partir de la naissance de la bourgeoisie que tout le monde s'est senti concerné par la mode entre le XIIIe et le XVe siècle. Quand cette nouvelle classe sociale a émergé, la bourgeoisie, c'est à partir de ce moment qu'est né le désir d'être à la mode, en fait. On a voulu, voilà, être tendance, être beau, bien apprêté, même si à ce moment-là encore, il y avait encore cette volonté de ressembler aux aristocrates. C'est donc avec l'essor industriel au XIXe siècle et la naissance du bon marché que tout le monde a pu être à la mode, qu'il y a eu une homogénéisation des tendances, puisque par exemple les costumes folkloriques ont commencé peu à peu à disparaître au profit de tenues pragmatiques que tout le monde arborait. Gilles Lipovetsky, qui est un penseur théoricien de la mode, qui a écrit ce livre « L'Empire de l'éphémère » en 1981, il va plus loin, il observe la révolution démocratique du prêt-à-porter à partir des années 60. Et il dit que c'est grâce à ce moment-là que tout le monde a pu être à la mode, en réalité. C'est-à-dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, lors des années 50, les maisons de haute couture, Yves Saint Laurent, Dior, Chanel, vous les connaissez, ont dû trouver un moyen de se réinventer parce que la haute couture, ça marchait plus. La preuve, Cristobal Balenciaga, il a fermé sa maison parce qu'il ne vendait plus. Et pour s'adapter à ce nouveau monde du lendemain de la guerre mondiale, ils ont ouvert des griffes de prêt-à-porter, c'est-à-dire des vêtements qui ne sont plus faits sur mesure et donc plus abordables par le plus grand nombre. Cette révolution démocratique du prêt-à-porter, elle vient chambouler notre rapport à la mode parce que puisque tout le monde peut maintenant s'y intéresser et se l'offrir, ce qui est intéressant, c'est plus de ressembler à la couche supérieure, aux élites. Au contraire, ce qui est intéressant maintenant, ça va être de ressembler aux jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui est inédit dans l'histoire de la mode et ça change dans les années 60. Maintenant, il faut avoir un corps jeune, du moins rajeuni, et les créateurs de mode vont du coup se permettre les plus grandes audaces pour justement donner une impression d'être jeune. On a notamment tous les créateurs des années 80 qui vont commencer à trouer leurs vêtements, les créateurs de l'anti-fashion, comme Rei Kawakubo qui a créé la marque Comme des garçons, que vous connaissez peut-être grâce au logo rouge sur les Converse ou les t-shirts. Et du coup, il y a une espèce de logique de surenchère de la mode où les cycles vont être de plus en plus serrés, de plus en plus condensés, puisqu'il faut toujours être plus jeune, proposer de nouvelles choses. La conséquence de ça, c'est selon un autre philosophe italien, ce coup-ci, qui s'appelle Francesco Massi, qui a écrit un ouvrage qui s'intitule Hors mode, paru très récemment. Selon lui, la conséquence de cette révolution démocratique du prêt-à-porter, c'est une diffusion illimitée de la mode et un élargissement du champ des contingences. Qu'est-ce que c'est la contingence et pourquoi est-ce qu'elle régit les cycles de la mode? Alors, pour définir un peu la contingence et comment elle fonctionne dans la mode, je me réfère à un chapitre extrêmement bien écrit par la philosophe Elena Esposito dans Philosophical Perspectives on Fashion, qui n'existe qu'en anglais, mais qui est un très bon début aussi si vous vous intéressez à la théorie de la mode. Elena Esposito, elle dit que là où les sociétés prémodernes, les sociétés traditionnelles, étaient bâties sur des principes nécessaires et immuables, comme le vrai, le beau, par exemple, les sociétés modernes, au contraire, sont construites sur des principes qui ne sont pas nécessaires et qui sont changeants. C'est exactement le principe de la mode, c'est de s'être construit, de s'être bâti autour du principe de l'inconstance et le principe de la variabilité. Aujourd'hui, évidemment, on se rend compte avec les micro-trends, les micro-tendances qu'on voit notamment fleurir sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, que ce principe de contingence, il court à sa propre perte, puisque ce principe de contingence qui est au cœur de la mode, en réalité, il détermine, il s'établit sur une fonction de surenchère, puisque une fois que la nouveauté est acceptée par le plus grand monde, elle n'est plus nouveauté, elle s'autoconsume. À partir de ce moment-là, les cycles se resserrent et il faut toujours, toujours, toujours aller plus vite et avoir une tendance plus courte.
dans un tel contexte, en sachant du coup que ces micro-tendances durent quelques semaines avant de s'évanouir et de donner lieu à d'autres, pourquoi est-ce qu'on aurait encore envie d'être à la mode? Parce que être à la mode, c'est pas seulement une question de look, c'est pas seulement s'habiller d'une telle manière, c'est pas seulement un plaisir esthétique, c'est ce que Simmel, le penseur allemand dont je parlais en introduction, appelle aussi un cachet esthétique. Être à la mode, ça va prodiguer à l'individu qui fait attention, qui est original, qui arrive à capter les tendances, un cachet esthétique. Et donc, il y a tout un désir de différence qui est cultivé par l'intermédiaire de la mode et qui d'ailleurs ne concerne pas que les vêtements, comme je le disais tout à l'heure, qui concerne aussi le design, l'architecture, les bâtiments, tout dans notre société, la cuisine aussi, notamment. Il y a une portée esthétique dans la confection de tout produit industriel, c'est l'apogée de la mode aujourd'hui. Ce qui fait que quand on n'est pas à la mode, eh bien on a un déficit style, Lipovetsky, c'est une formule de Lipovetsky, et on est moins attractif dans la compétition sociale en fait. Donc vouloir être à la mode, c'est aussi ça, c'est vouloir tirer son épingle du jeu, vouloir briller en société. Alors, quand est-ce que le cycle se termine? Puisqu'il semble être infini. Le cycle se termine quand il y a par la mode l'incorporation du moche. Alors, le moche, qu'est-ce que ça veut dire dans la mode? Jusqu'à très récemment, les penseurs déterminaient qu'il fallait une dizaine d'années pour que justement revienne à la mode ce que jadis on trouvait moche, en fait. Or, aujourd'hui, dans la postmodernité, on voit qu'il y a une résurgence de plus en plus pressante du moche dans les collections, dans les vêtements qu'on peut voir porter dans la rue, sur nos influenceurs, influenceuses préférés. La première à avoir introduit le moche dans ses collections, c'est Miuccia Prada, cette femme ici, qui a repris les rênes de l'entreprise familiale dans les années 70, qui a fait le premier défilé de prêt-à-porter parce qu'avant, la maison Prada était une maison de maroquinerie exclusivement dans les années 80. Et Miuccia Prada, en fait, elle définit son style justement par une disharmonie, par le fait qu'il n'y ait pas de choix de couleurs, de motifs qui soient cohérents. C'est ce manque de cohérence, le choix de tissus qui peuvent faire vieillot, désuet, etc. Miuccia Prada, elle a créé toute cette iconographie autour de sa marque qui inclut le moche et qui l'a intégré pour créer justement une nouvelle silhouette. On peut voir notamment un de ses derniers défilés avec cette silhouette, la jupe longueur midi, les petites lunettes de secrétaire et des chaussures plates ballerines. Or, aujourd'hui, on ne s'habille pas tous en Prada, on n'en a pas tous les moyens. Donc le moche, il s'infiltre autrement, évidemment. Le moche, il s'infiltre par le biais, en fait, aujourd'hui, d'une juxtaposition d'éléments extrêmement hétéroclites dans nos garde-robes. Par exemple, des casquettes de marché, comme on peut en voir là, Princess ou Paris, avec des éléments haute couture, des éléments Moschino, avec un t-shirt Destroy. En fait, aujourd'hui, on est dans une condensation de plein de micro-trends qu'on voit sur TikTok, de plein d'esthétiques différentes, qui donnent cette espèce de look très compliqué à lire, carrément illisible pour les non-initiés à la mode. Quelqu'un qui ne connaît pas la mode pourrait très bien, en voyant cette photo de Bella Hadid là-haut, se dire que elle s'habille pas bien, alors qu'en réalité, elle représente la figure de proue de ce mouvement-là. Pourquoi est-ce que le moche signe la fin d'un cycle? Parce qu'une fois que le moche est intégré notamment par les élites, comme Bella Hadid dont je vous parlais, qui est une figure éminente de l'industrie de la mode, parce que le moche, quand on l'incorpore dans son style, cultive une violence symbolique, puisque, comme je le disais, c'est illisible pour les non-initiés. Ça veut dire que c'est une manière, encore une fois, de tirer son épingle du jeu. Et ça, c'est notamment Pierre Bourdieu, un sociologue, qui l'écrit dans son ouvrage La Distinction, qu'il a écrit et rédigé dans les années 80, dans lequel il parle beaucoup de mode. Pas
en employant le terme mode, mais il parle beaucoup de vêtements. Et il dit qu'en effet, une fois que les élites, que ce soit les artistes ou les intellectuels, incorporent des éléments de la culture populaire, des huées, par exemple des t-shirts de foot, les casquettes marché dont je vous parlais, etc. Une fois que tout ça est incorporé par ces élites-là, c'est utilisé comme un moyen de se distinguer. Encore une fois, comme une manière de tirer son épingle du jeu et donc de gagner en, de gagner en visibilité dans la compétition sociale. C'est pour ça qu'une fois que le moche devient mainstream, évidemment, un cycle se termine parce que le moche existe toujours, simplement il est réinventé sémantiquement. Alors quel va être le moche de demain? Je vous laisse réfléchir à cette question et je vous laisse sur ces propos. Merci.